de chasse et de pêche. Bonsoir. Alors, ce soir, l'émission se fera en présence de Virgile. Bonsoir. Et de Claudine. Bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, le thème de l'émission sera... La chasse en général! Merci de prendre une petite demi-heure de pause pendant que vous élaguez vos trails, que vous nippez la watch ou que vous magasinez vos salines pour écouter le 3e épisode de notre balado sur les hautes. Vous savez, pour voir au loin en pleine nuit, quand on est en char, ben, on met les hautes. Puis, c'est ça qu'on fait ici. Aujourd'hui, on débroussaille le sujet de la chasse. Tu sais, en Abitibi-Témiscamingue, la chasse, ben, ça fait partie de notre ADN. D'une façon ou d'une autre, si toi-même tu la pratiques pas, c'est sûr que tu connais au moins 4 personnes qui chassent. La question qu'on se pose aujourd'hui est large. Pourquoi la chasse? Qu'est-ce que ça représente? Virgile, dis-moi, quelle est ta relation avec la chasse? Hey, moi, je pense que j'ai une relation amour-haine avec la chasse, c'est-à-dire j'adore ça y aller. Je vais au petit gibier, je vais à l'orignal, à l'ours. Souvent, c'est des excellents moments en forêt, tout le temps même, je te dirais. Gros sentiment de liberté, une énorme excitation avant d'y aller, mais souvent, pas une énorme, mais tout le temps une petite déception en revenant parce que, mettons, à l'orignal, ça fait plusieurs années que j'y vais, puis j'arrive jamais à en ramener. Donc, je suis un chasseur assez moyen, mais en général, j'aime beaucoup le moment de la chasse, le moment en forêt, le moment de décrocher que ça nous offre. Toi? Moi, je dirais, première expérience terrain, là, dans mon cas avec la chasse, c'est surtout d'aller au petit gibier quand j'étais jeune, avec mon père, avec mon frère. Essentiellement, ça ressemble à prendre une marche dans le bois puis être dans le silence, puis regarder les arbres, regarder autour pour trouver des perdrix. Fait que ça, c'est quand même chouette. Mais sinon, j'ai aussi le souvenir de voir mon père, dès mon temps d'enfance, préparer sa chasse. Mais tu sais, ça commençait en juillet, là. Tu sais, il mettait son VHS de l'homme panache, il pratiquait ses calls. C'était un petit peu bizarre quand t'es enfant, tu comprends pas trop, mais c'est ça, là. Il y avait tellement de passion que c'était le fun à regarder. Puis, quand arrivait octobre, ben tu sais, la tradition voulait qu'une fois que toutes ses boîtes étaient pleines, son canage était fait. Là, il était prêt à partir. Là, je lui donnais un bec sur la joue, puis il disait tout le temps, là, « Ah là, je suis bien rasé, mais quand je vais revenir, là, papa, il va avoir une barbe piquante. » Parce que dans le fond, la surprise, c'était de savoir quand est-ce qu'elle allait revenir. T'sais, on savait qu'il reviendrait dans au moins 2 semaines, mais parfois avant, et souvent avec une bête, contrairement à toi, Virgile. Oui, c'est ça. Fait que toi, Claudine, tu chasses pas, mais c'est quand même un sujet qui t'intéresse. Ah, définitivement. On peut pas passer à côté de ça. Donc, ce que j'ai fait dernièrement, c'est qu'à la veille de l'ouverture de la chasse, j'ai été au Pro Nature à Rouyn-Noranda, parce que c'est la place à aller là, pour finaliser tes préparations. Puis j'allais tenter le pouls, sentir l'effervescence de la saison qui commence. Je suis avec Marc Prince, qui est un employé ici et, semble-t-il, un spécialiste. Bonjour, Marc. Allô, ça va bien? Oui, merci. Là, on est un peu comme dans la folie de l'ouverture de la chasse. Peux-tu m'expliquer comment ça se passe les jours avant l'ouverture de la zone? En fait, là, les gens sont tout le temps en dernière minute. Fait que là, c'est ça, la chasse va ouvrir samedi, on est jeudi. Ouais. Fait qu'en ce moment, là, c'est la course, la folie furieuse, là, on veut tout avoir. Puis souvent, là, les stocks ont descendu beaucoup, là. C'est malheureux, mais il faut se prendre avant les dernières minutes. C'est bon, j'aime ça. On passe des messages. D'où vient votre passion pour la chasse? Bien, c'est vraiment drôle à dire, hein, parce que j'ai des parents qui sont pas chasseurs puis qui sont pas pêcheurs. OK. Fait que c'est plus le parent d'un de mes amis qui, à un moment donné, nous a amenés en forêt à aller faire de la chasse. Puis OK. j'ai vraiment aimé ça. OK. Moi, même personnellement, j'ai 2 filles, puis j'en ai une qui est vraiment une citadine, puis l'autre, c'est une fille qui va me suivre là, à la pêche puis à la chasse. Là. Puis qu'est-ce qui vous appelle dans cette activité-là? C'est une pilule pour décompresser. Quand je suis en forêt, là, que ce soit à la chasse ou même l'hiver, je fais du bushcraft. Là. Je vais vraiment aller en forêt, là, c'est un dépaysement, ça me prend ça, mettons, pour rester en santé mentalement. Là. Est-ce que la chasse, c'est devenu une tradition chez vous? Oui, absolument. C'est comme le temps de la chasse vient, on devient fébrile. Notre mentalité change, notre façon d'être change. Là, c'est vraiment l'appel de la forêt, là, c'est ancré. Là. Ça me prend absolument ça. Ouais. Bien, merci Marc. Mais ça fait plaisir. Ça fait combien de temps que tu chasses?
Ça fait autour de 9 ans, là. D'où ça vient, cette passion pour la chasse? Mon père, mon grand-père, ça fait 70 ans qu'on est dans le même camp. C'est vrai? Oui. Donc, c'est une affaire de famille. Oui, exactement. Puis, pourquoi tu chasses? Parce que j'aime ça, j'aime le temps passé avec ma famille, les conversations autour d'une bière, puis le temps passé avec mon père. OK. Puis, quel gibier tu chasses? L'orignal. OK. Roxane, ça fait combien de temps que tu chasses? Au-delà de 10 ans. Qui t'a apporté à la chasse ou montré la chasse la première fois? Mon père, ma mère, surtout, c'est des chasseurs depuis des années, encore aujourd'hui. Et à cette heure, je le fais avec mon conjoint, sa famille. OK. Justement, je m'en vais avec mes 2 filles, mes beaux-parents, mon conjoint. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la chasse? Pourquoi on fait ça? Ce que j'aime le plus, c'est d'être en nature, être dans ma watch, avoir rien à penser, être toute seule dans mes pensées, dans mes idées. On est beaucoup dans la contemplation, chose qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie. Effectivement. Je pense que c'est la place, c'est qu'on est capable de décrocher 100%. Là, Claudine, on est rendu au bout où on prend notre thème puis qu'on demande à un auteur ou une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue de nous préparer un texte de leur cru. Isabelle Rivet, une autrice, compositrice et interprète de la région, nous livre sa vision de la chasse. Et voici le premier de 3 extraits de son texte. Les arbres nous protègent. Ils nous protègent, les arbres. Mon père dit cette phrase depuis toujours. Il nous l'enseigne, nous en fait la démonstration, nous rassure avec cette déclaration. Aller en forêt a toujours été pour lui le secret, peut-être même le remède. Mon père s'appelle Gilles Rivet. Il est énergique, tonique, enjoué comme un enfant, anxieux comme un sensible comme les gens au cœur pur. Il est construit de paradoxes, mais est toujours en cohérence avec le bois. Il peut déambuler comme un loup dans la forêt ou encore incarner la vélocité et l'agilité de l'écureuil pour grimper aux arbres ou pour sauter de la tailgate de son pick-up. Intrépide et ingénieux, il arrive à s'arrêter pour vrai et à embrasser un état contemplatif seulement en forêt. Alors, il peut demeurer des heures à observer la vie autour de lui et à apprécier faire partie de ce tout. Parfois, il ferme ses yeux et le soleil réchauffe son visage. Il est bien. Le sifflement de ses acouphènes s'endure un peu quand son corps et son âme sont baignés de nature et protégés par la beauté du vivant autour. Je ne saurais trouver ce qui définit mon père dans la nature. Est-il un chasseur, un canotier, un trappeur, un aventurier? Mon père est profondément lui-même quand il dévale la rivière Aricana ou la Broadback, quand il traque avec patience le gibier, quand il admire sans se lasser la vie secrète des êtres vivants dans la forêt, quand il parcourt en raquette des chemins qu'il invente, la neige jusqu'aux reins, le cœur en chamade, animé par l'esprit téméraire des grandes légendes. Mon père fut un père féministe qui s'ignore. Quand j'étais enfant, il me traînait partout et prenait pour acquis que j'étais capable de tout faire comme lui. Il me montrait beaucoup de choses, mais surtout, il me laissait expérimenter, me laissait me tromper, me confiait la hache pour fendre le bois, cachant sa peur que je me fasse mal. « Essaye-toi, Isabelle, c'est juste une question de pratique. C'est en le faisant là, que tu vas prendre confiance. » Il ne m'a pas élevée comme un garçon ou comme une fille. Par ses gestes et les situations dans lesquelles il nous plongeait, il faisait germer en moi l'idée qu'on peut trouver la force et l'énergie de bricoler des solutions, d'inventer des alternatives et de s'en sortir, tout le temps. La chasse, dans le fond, là, c'est un paquet d'affaires. Ça peut être poétique, ressourçant, il y a la connexion avec la nature, mais plus concrètement, c'est aussi des règlements, c'est le respect de la faune. Faut dire qu'il y a quand même un ministère qui s'occupe de ça. Puis pour toutes ces raisons-là, on a jasé avec Ambroise Lick, qui est biologiste pour le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Premièrement, Ambroise, je te laisserai te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Si tu avais un court pédigree à faire de toi-même, tu te présenterais comment? Un biologiste passionné. Okay. Oui.
Moi, ça serait pas mal ça. Donc, je suis biologiste à la gestion de la faune en Abitibi-Témiscamingue depuis tout récemment au niveau de la grande faune. Mais ça fait 20 ans que je suis en Abitibi-Témiscamingue, que j'ai œuvré dans différents domaines, que ce soit pour les organismes de bassin versant, plus récemment pour les parcs nationaux. J'ai la chance de contribuer à la construction d'Opimican, à prendre la direction des Gabelles et d'Opimican aussi. Fait que des super belles opportunités. Puis là, je suis de retour un petit peu plus dans le mode biologie, donc un petit peu moins dans le mode gestion que j'ai été dans les dernières années. Puis c'est bien plaisant de jouer avec les bébites là, tout le temps. Puis je suis un chasseur passionné, fait que tu sais, la grande faune, là, moi, c'est dans mon ADN. Là, quand on parle de grande faune, là, ouais. On parle pas de super faune comme à l'époque après les dinosaures. Là. On parle de quoi? C'est vraiment la grande faune, dans le terme, dans le jargon ministériel, c'est l'orignal, l'ours, le cerf et le dindon, qui rentre aussi dans mes dossiers. Parce qu'ils sont mais on gros. s'entend. Oui, puis c'est une espèce à déclaration obligatoire. Et maintenant, revenons à notre programmation principale. Entre deux quenouilles. Hey Gaston, as-tu vu le petit Kevin récemment? Hein? Ben non, il s'est fait descendre l'automne passé. Ils ont gardé sa tête sur un pick-up une couple de semaines en plus. Et je me demandais comment on peut être chasseur et aimer la nature en même temps. Oui. Ça, là... Mais, ouais. C'est une super bonne question. Puis je l'aime, cette question-là, parce que, tu sais, pour moi, c'est pas quelque chose d'incohérent. Oui, je chasse, mais je le fais avec éthique, je le fais avec énormément de respect. Bon, il y a des chasseurs, c'est la grosseur du panache. Il y a des chasseurs, c'est bien correct. Moi, c'est vraiment l'aspect alimentaire. Tu sais, je me dis... Puis l'aspect contact avec la nature. Moi, je me dis, y a-tu plus bonne viande qu'une bonne viande de gibier? L'animal a vécu sa vie en forêt. Puis après ça, je m'en vais le récolter d'une façon éthique, sans souffrance ou avec le minimum de souffrance. Puis après ça, c'est une viande locale, c'est une viande de qualité. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui rejoint mes valeurs. Fait que, oui, effectivement, tu sais, on va aller faire la récolte d'une bête, mais fait dans le respect, pour moi, ça colle à mes valeurs. Qu'on est bien. Non, mais, fait beau. L'eau de la Dame de Castor est à bonne température. Les quenouilles sont succulentes. Et que dire de ce cube de sel? Moi, je dois être l'orignal le plus heureux du monde. Comment on fait pour être un chasseur éthique? C'est quoi la chasse éthique? C'est quoi la chasse dans le respect de l'animal et de la faune? Il y a plusieurs volets à ça. Tu sais, la première chose, ça peut paraître bien banal, là, mais c'est de respecter la réglementation. C'est peut-être anodin, mais ces réglementations-là sont là pour une raison. Souvent, tu sais, comme là maintenant, moi, comme biologiste de la faune, on met des éléments en place, des réglementations, pas nécessairement pour emmerder les chasseurs. Le but, c'est de bien calibrer les niveaux de récolte pour que nos populations se maintiennent puis que l'activité de chasse se perpétue. Fait que juste les aspects liés à la réglementation, ça peut être la première étape, de dire « je le fais comme il faut, joue le jeu », tu sais, parce qu'à quelque part, c'est un petit peu ça, on se donne des périodes réduites pour laisser une chance à la bête, une chance au cheptel de se maintenir. Donc, c'est la première des choses. Puis après ça, tu sais, c'est de se dire, OK, je suis dans le fond d'une patch de bûchage, ou tu sais, dans le fond forestier, loin, loin, loin. L'orignal sort, mais là, il fait 20-25 degrés. Si j'abats l'orignal là, oui, c'est légal, je peux le faire. Est-ce que je vais être capable de le sortir à temps pour pas qu'il chauffe? Est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que j'ai, exemple, une belle fenêtre de tir? Si je pense que je vais blesser l'animal parce que je suis trop loin ou j'ai pas une bonne fenêtre de tir, je vais attendre. Peut-être je vais manquer l'opportunité cette année de récolter une bête. Mais elle va être là l'année prochaine, probablement. Puis le panache va avoir grossi. Puis, tu sais, fait que ces éléments-là, pour moi, c'est aussi, pour être un bon chasseur, il faut aussi avoir cet esprit d'éthique-là, de dire, ça se peut qu'il y ait une belle grosse femelle avec un veau, puis je dis, je la laisse passer. Fait que, tu sais, pour moi, le bon chasseur, c'est ça. Excusez, monsieur l'orignal, ou peut-être êtes-vous une madame orignal? Pouvez-vous vous approcher un peu? Merci de me présenter votre profil.
Un peu plus en angle, s'il vous plaît. Ben voyons, Ginette, qu'est-ce que tu fais là? Je respecte la réglementation. Concrètement, qu'est-ce que le ministère met en place pour garantir l'avenir des cheptels comme réglementation? Bien, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place. Oui, on a la réglementation comme telle. On a le droit de chasser à telle période, avec tel engin, dans tel secteur, pas dans l'autre. On a le droit d'avoir tué un mâle, une femelle, un veau. Il y a plein d'éléments. Donc, ça, c'est tous des éléments en place réglementaires pour s'assurer que nos cheptels se maintiennent. C'est basé sur quoi? Quelles données? Comment? C'est ça. Fait que là, la première étape, comme gestionnaire de la faune, c'est de connaître notre bébite. Oui. Donc, ça veut dire connaître son habitat, connaître ses mœurs, je veux dire, quand il se reproduit et tout ça, parce que chaque espèce est différente, puis c'est pour ça qu'il va falloir adapter les modalités de chasse selon l'espèce. Gaston Grandcanne l'orignal de ce boc, vieux sage et créature des bois, passé maître dans l'art du camouflage, un temps soit peu territorial, mais ouvert aux rencontres et aux longues balades dans la swamp. Il partagera la quenouille ou une poignée d'algues avec celle qui saura conquérir son gros tabac de cœur. Diane de Doune, la dinde téméraire, aimant fréquenter les rebords des autoroutes, vous la trouverez peut-être à la cime des arbres la nuit tombée ou simplement dans votre bay window. Un peu soupe au lait, Diane ne tolère pas d'être le dindon de la farce, mais préfère être la pièce de résistance, sauf à Noël. Yvon Coco Lawson aime prendre soin de sa personne. Grand fan de manucure et de pédicure, il n'hésite pas à utiliser ses griffes pour trouver et déguster les meilleurs spécimens d'insectes. Autodidacte de la gastronomie, il a une dent sucrée et un penchant pour les bleuets. Puis évidemment, ça, c'est... on garde un suivi avec le nombre de permis qui sont émis, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain maximum de permis. Non. Non? Ça, Okay. c'est une particularité. Avec le mode actuel de gestion pour la Grande Faune, on n'a pas un nombre limite de permis. On a à peu près, l'année passée, à peu près 23 000 chasseurs. Donc, c'est beaucoup, juste à l'orignal. Est-ce que c'est 23 000 excellents chasseurs qui récoltent à toutes les années, par contre? Non. Non, parce que... je veux pas dire qu'il y a des chasseurs meilleurs que d'autres, parce que là, je vais me faire tirer des roches, mais... si on regarde les chiffres... Oui. C'était, comme là, cette année, le taux de récolte qu'il y a eu, donc les pourcentages de chasseurs qui ont ramassé une bête, c'est à peu près 7,5 7,8 7,8 des chasseurs des avec... 24 000 chasseurs, 23 000 chasseurs là, qui ont récolté une bête. Si on annule la chasse, là, qu'on dit du jour au lendemain, c'est fini, plus de chasse à l'orignal, dans ce cas-ci, par exemple, qu'est-ce que ça fait sur notre écosystème? À quoi ça va ressembler? Peux-tu nous faire un plan? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, quand on vient sur l'importance de la chasse dans un écosystème, ça dépend vraiment de l'espèce. Parce qu'une espèce peut être c'est tout à fait adéquat d'aller la chasser, mais d'autres pourraient ne pas tolérer une chasse. Parce que les conditions de son habitat, les taux de reproduction de l'espèce, il y a plein de facteurs qui pourraient faire que cette espèce-là, si on allait la récolter, elle ne tolérerait pas la chasse ou juste à cause de nos activités humaines, la perte d'habitat ou la modification de l'habitat, cette espèce-là est déjà fragile. On regarde juste le passé. Quand on a trop récolté, par exemple, l'ours, ça l'a planté. Le chevreuil, ça l'a planté. Si on vient à la question de base, qu'est-ce que ça ferait si on enlevait la chasse? Bien, comme on voit justement ici en Abitibi-Témiscamingue, l'orignal, oui, augmenterait définitivement. Probablement que le loup aussi augmenterait son prédateur, parce que là, il y en a plus, nécessairement, puis c'est très, très corrélé. L'offre et la demande, là. Exactement. Puis probablement que ça aurait un impact aussi peut-être sur le milieu, puis il se rééquilibrerait après un certain moment. Mais tu sais, il y a aussi un autre aspect, c'est que la chasse, comme elle est faite, c'est quand même une activité majeure, d'un point de vue économique, surtout en Abitibi-Témiscamingue. Pratiquement identitaire, identitaire, oui, je pense clairement, tu as raison. C'est dans notre ADN, d'aller, on le sait, là, la première semaine de chasse à carabine, pas mal de commerces qui sont fermés. Tu ne mets pas une réunion la première semaine de chasse à l'orignal. Tu sais qu'il va te manquer plein de monde. Et la fameuse expression veuve de chasse. Maintenant, il y a beaucoup de femmes qui chassent. Mais à l'époque,
c'était une autre C'était une autre réalité, mais tu sais, ça a un impact économique. Tu sais, ça fait vivre des magasins, des pourvoiries, ça fait vivre nos ZEC. Il y a plein d'emplois qui sont reliés à ça. Donc, juste cet élément économique-là, ben c'est quand même majeur. Fait que c'est pour ça que la mission du ministère, oui, c'est de s'assurer d'abord et avant tout de conserver les espèces, mais lorsque on peut justement exploiter une espèce de façon durable, comme l'orignal, comme l'ours, ben on le fait, puis c'est d'aller justement favoriser que cette exploitation-là ait le maximum de retombées pour les gens, que ce soit une activité qui soit plaisante, qu'il y ait de la relève et tout ça. Fait que, tu sais, cet élément-là, pour moi, si on enlevait la chasse, ben ça serait des pertes majeures là, pour notre région. Puis oui, économique, mais au-delà de ça, d'une activité dans notre ADN. Là. Est-ce que c'est quelque chose d'instinctif que de chasser? Est-ce que c'est quelque chose qui répond à un besoin primaire? Comment on explique ça? Tu sais, là, moi, je suis biologiste. Ouais. Je suis pas psychologue. Puis, je m'avancerais pas dans ce terrain-là. Mais tu sais, globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la chasse, puis pour moi, puis je pense, là, je vais parler à moi personnellement, c'est la récolte de l'animal, c'est pas juste ça. C'est tout ce qu'il y a autour. Tu sais, le petit matin, là, où le soleil se lève sur un étang de castor, puis t'es tranquille. Le fait d'aller avec ses enfants, passer des bons moments, d'aller avec ses chums après ça, à la fin de ta journée de chasse au camp, puis là, tu sais, là, je veux dire, c'est des bons moments. Tout ça, pour moi, c'est des éléments, tu sais, qui amènent un bienfait, tu sais, à la personne. Tu sais, puis là, je fais un peu un parallèle avec quand j'étais à la CEPAC, tu sais, tous les bienfaits psychologiques des activités en plein air, que ce soit la chasse, que ce soit le canot, l'observation d'oiseaux, c'est démontré là, par plusieurs études que ça a des effets majeurs au niveau de la santé mentale. Ben juste ça, je pense que ça répond à un besoin de contact avec la nature, de ressourcement, puis tout ça. Puis ça, je pense que c'est dans notre monde actuel, c'est peut-être particulièrement, ça a beaucoup de bienfaits. Là. Hey, moi, j'ai une question, peut-être, ben, pas nounoune, là, mais là, tu sais, là, t'es chasseur, t'es biologiste, tu travailles pour le ministère. Si on revient à l'orignal, encore une fois, mettons que je suis en contexte de chasse, là. Ouais. J'ai un papa, j'ai une maman, puis j'ai un veau. Là. Oui. C'est quoi qui serait le plus responsable, le plus... je sais pas, y a-tu... C'est-tu même possible d'avoir la famille au complet? Oui. Oui, ça arrive. Là, t'as la femelle, le veau, t'as un boc qui le mâle qui est pas loin. Moi, je dis que c'est le boc à abattre. Qu'est-ce qui serait le plus éthique à abattre, à récolter dans un contexte où ils prennent une photo de famille puis on est là, nous? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Si on regarde, plus un individu au niveau de l'orignal, plus l'individu est vieux, plus il est performant au niveau de sa reproduction. Une femelle, à partir de l'âge de 5 ans, 4-5 ans, plutôt qu'elle va avoir des chances d'avoir des jumeaux de façon beaucoup plus élevée. Donc, imaginez, si la femelle, elle est jeune, elle va avoir un veau. Mais si elle est plus vieille, elle va en avoir 2. Plus une femelle va être vieille, plus elle va souvent produire de lait, plus elle va avoir des bonnes stratégies pour maintenir, d'être en mesure. Expérience de vie. Effectivement. Fait qu'elle va amener à terme ses veaux. Puis s'il y en a un, elle va avoir probablement plus de chances de l'amener jusqu'à son autonomie, on va dire ça comme ça. Puis sinon, ben, elle peut en avoir 2. Fait que là, pour répondre à ta question, on revient. Fait que là, si on regarde ça, d'aller récolter des vieux orignaux, c'est peut-être pas winner. Fait que tu sais, ton gros panache, lui, c'est un méchant bon reproducteur versus le petit spike. Aller récolter un petit panache, d'un point de vue populationnel, est plus intéressant qu'un gros panache. Okay. Là, si on regarde ça, si on regarde, mettons, ton portrait de famille où tu as un petit boc, un gros boc, tu as une femelle puis un veau. Fait que probablement que ce qui a le moins d'impact sur ta population, ça serait d'aller chez ton jeune mâle. Le veau, on le sait qu'il y a un taux de survie, en moyenne, à partir du moment où il naît jusqu'à son âge adulte, il y a à peu près la moitié des veaux qui vont mourir. Fait que là, si on pense à ça, ça veut dire que notre veau, si tu récoltes ton veau, ben nécessairement, il va avoir moins d'impact parce que probablement qu'il y en a une portion qui serait mort aussi. Fait que là, on retourne à notre cas. Fait que c'est toute une question. Il n'y a pas de réponse, mais clair, mais je vous dirais, oui, le jeune boc, d'un point de vue populationnel, le veau, c'est probablement à privilégier. Après ça, ben c'est sûr. Après, là, c'est les individus adultes. Si c'est des vieux individus, c'est des performants au niveau de notre reproduction. Fait que voilà où on en est. Mais moi, je vous dirais personnellement, la première chose que je vais abattre, ben, c'est probablement un jeune spike ou un veau. Maman, papa, c'est mon premier jour d'école et j'en rêve depuis longtemps.
J'ai si hâte de me faire de nouveaux amis, partager des moments de joie, la fraternité et peut-être rencontrer l'amour. Ouais, Gaston Junior, on a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que je vienne te parler. Mon fils, on a pris une décision difficile. Mais si on se fie à ce que le monsieur du ministère vient de nous dire, il va falloir te laisser partir avec Marcel, là, notre ami le chasseur. Puis c'est facile à dire des fois quand on est comme ça là, autour d'un micro, puis Pas de mais stress, quand on, c'est- ouais, puis là quand on a le buck fever, puis là que il est là, puis là ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu, puis tout ça, puis là il est pas de temps. Là des fois c'est une autre paire de manches, mais effectivement de se donner le temps là avant de tirer, avant de faire notre move, parce qu'un coup qu'on tire, on tire, c'est fait. Ben là comme dans n'importe quoi, il peut arriver des erreurs, mais c'est d'essayer de limiter nos possibilités d'erreur, c'est toujours ça. Ouais. Parce que tu sais, les chasseurs moi que je connais, que je côtoie, c'est du monde qui veulent que le cheptel se maintienne, C'est puis qu'on ça. ait de l'orignal, puis Ouais. tout ça, puis ils l'ont à cœur. Mais des fois, il y a de l'information, comme dans n'importe quoi, qui est de la mauvaise information. Fait que là, c'est de se dire, bon, mais c'est quoi la bonne information qui va permettre de faire la bonne affaire? Tu sais, fait que Mais merci beaucoup, Ambroise, Ça fait plaisir. d'avoir fait le voyage jusqu'ici. c'était bien agréable. Ça va me faire plaisir si vous avez d'autres... On te souhaite une bonne chasse. Ben, merci. Oui, puis moi aussi, je le souhaite à tout le monde là, pour qu'on ait des beaux moments. Pas nécessairement juste la récolte, mais des beaux moments en famille, puis des moments en forêt. Là. On est gâtés en Abitibi-Témiscamingue. Moi, c'est pour ça que je suis venu en région. Sont là. Là, je vais faire le corps de la femelle qui cherche ses clés de char. On t'a reconnu, Marcel! En tout cas, concrète, avec 7% des chasseurs qui récoltent, je pense qu'on est safe ici. En 2013, pour la première fois de sa vie, mon amoureux a vécu une première expérience de chasse avec mon père. Même si les deux hommes s'appréciaient déjà beaucoup, je crois pas me tromper quand je dis que l'expérience de la chasse a soudé leur amitié. Parce que oui, mon amoureux et mon père sont des amis. Je me rappelle la fascination de mon amoureux pour le souci du détail de mon père dans la préparation de la chasse. Bien qu'être en nature permet de s'ancrer dans l'instant présent, la forêt nécessite d'anticiper, de prévoir, de prendre soin du futur, de réfléchir aux éventualités. Pour mon père, la chasse, c'est pas un sport. C'est une activité spirituelle, une rencontre, une connexion qui mérite le plus grand respect. C'est probablement ce qui a touché mon amoureux dans la chasse et ce moment privilégié avec la bête ou avec mon père. En octobre prochain, ils feront leur 11e chasse ensemble. Pour mon père, ce sera sa 50e. Dans la maison de mon père, en ville, il y a un grand boc à bière fait en poterie par ma grand-mère paternelle. Le boc est joliment orné de gibier de référence à la chasse. À l'intérieur, on y retrouve de vieilles photos jaunies de chasse, des photos plus récentes et un registre de chacune des années de chasse avec une synthèse de ce qui s'est passé. Sur les photos, on peut voir les époques se succéder, les pick-up changer de look, les cheveux blanchir doucement et les chemises rouges carottées résister au temps. Ce boc à bière est en quelque sorte le coffre-fort de 50 ans de souvenirs liés à la chasse. Quand la chasse est fructueuse, mon père sort les trésors de ce boc et le remplit de bière que l'on se partage dans un esprit de fête. Le boc passe entre les mains des convives, on y boit une gorgée doublon pendant que Gilles refait le fil de ses années de chasse, registre et photo à l'appui. Cette tradition fait partie de l'expérience de la chasse. Elle nous ramène à une forme de tradition orale des aventures autour de la chasse. Mon père, qui est un bon conteur, mime l'orignal, imite son souffle, reproduit la lourdeur ou la maladresse de sa démarche. Nous l'écoutons, captivés, même si nous connaissons l'histoire. À la fin, nous remettons à l'intérieur du boc les précieux souvenirs auxquels s'ajoute la plus récente histoire. Tout au long de l'année, mon père occupe le territoire. Il l'arpente, le traverse, en débroussaille les trails, le connaît par cœur.
J'insiste sur le choix de déterminant que j'ai utilisé dans la phrase précédente. Mon père occupe le territoire, pas son territoire. Mon père a compris depuis longtemps que le territoire s'appartient à lui-même et que le posséder, le dompter, le mettre à sa main est une quête vaine. Il valse avec la forêt, s'adapte à elle, démêlant du même coup sa propre géographie intérieure. Il y a plusieurs types de chasseurs. Il y a les vieux de la vieille, il y a les nouveaux chasseurs, il y a ceux qui chassent pas vraiment, qui font juste profiter de la nature, puis il y en a qui sont aussi pas mal intenses. Fait qu'on est parti parallèlement à la rencontre d'un chasseur aguerri pour qu'il nous raconte ses histoires de chasse et d'un trio de nouveaux chasseurs en quête d'histoires à raconter. Alors, chasseur numéro 1, Alexandre Nadeau. chasseur numéro 2 Renaud Girard. et chasseur numéro 3. Guillaume Rivet. Fait qu'on est où ici, Renaud? On est au 68e kilomètre chemin de pénétration, proche de Hunters Point. Puis là, c'est votre première année ici, si je comprends. Avez-vous vu? Est-ce qu'il y en a de morts? Est-ce que vous avez abattu la bête? Ça n'existe pas. Les orignaux, c'est un mythe, là. Non, mais beaucoup de traces, beaucoup d'indices, mais peu de présence concrète. Quand ta blonde a dit, voyons, vous êtes donc bien pas bon. Ça, c'est lui qui avait tué ça, là. OK. À carabine, mais il en a tué un de 48 pouces à l'arc. Bourdon Marcel, connu par bien du monde. Où ça? Ben, ici à Rouen, partout. Ben, je suis né à Saint-Ouen-de-Guigue dans les années 40. Ouais. Ça réunit pas une vieille bonhomme, là, un vieux bonhomme, là. Bon, on va tomber un petit peu dans le champ, mais te faire visionner ça vite fait, tout en parlant de quoi que ça vient, aimer la chasse. Moi, j'ai 29 orgnaux d'abattus seul. Ça, c'est mon plus gros panard que j'ai tué. C'était quoi, en grosseur? 42 pouces et 5,8. Ça veut pas dire que c'est le plus gros orgnal, mais c'est un gros panard. Ben, c'est un vrai gros panache, ben oui. Mais vous avez commencé à chasser quand? Vous avez quel âge? On s'en rappelle-tu? L'orgnal, Ouais. le gros gibier, petit gibier, 12-13 ans. OK. On prenait la carabine, la 22 du père, sans permission. On revenait avec une pèderie, on y disait qu'on avait après 22. On n'avait pas de suite perdri, on allait cacher 22. Après ça, l'orignal, c'est quand vous avez commencé? 71, mes premiers orignaux que j'ai tués. On a commencé à la chasse à relais, puis jadis, en 70, on ne chassait pas comme aujourd'hui. On chassait comment? Trop silencieux. Trop silencieux. Ça fait 3 orgnaux que je tue. Après relouer, là, j'applaudis, je claque des mains quand relouer, puis il s'en vient sur moi. On a commencé à chasser il y a 3 ans. Ben là, c'est la 4e année. Puis on avait jamais chassé, puis il n'y a pas de tradition de chasse dans notre famille. Il n'y a personne dans notre famille qui chassait l'orignal vraiment. Fait que c'est comme un peu spécial de dire, ben, on a été sur YouTube, puis on a acheté des livres, puis on commence à zéro. T'sais. Puis on a eu des interactions avec des orignaux. Moi, la première chasse que j'ai faite dans ma vie, un buck qui rentrait sous moi, puis je connaissais un seul call. J'ai craqué des branches, puis j'ai fait ce call-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on part de loin quand même. On n'est pas issu d'une tradition qui se passe sur un camp de chasse depuis 3 générations. Là. On est 3 gars qui ont décidé qu'ils ont commencé à chasser. Puis ça, c'est là où le processus est plus important que la finalité. Là. Parce que j'ai le sentiment que quand on va commencer à tuer, ben, c'est qu'on va vraiment avoir bien fait les affaires, puis on part comme sur une page vierge. Là. Parce que là, vous êtes à la chasse à l'arc, dans le fond. C'est quoi la différence entre chasser à l'arc puis à l'arme à feu, outre l'arme qu'on comprend que c'est pas la même chose? T'es plus dans le rythme pendant l'arc. Fait que théoriquement, il y a plus de réponses parce qu'ils sont plus actifs. La deuxième chose, par exemple, c'est que l'arc, faut que tu le fasses approcher davantage. Parce qu'il faut qu'il soit à une distance de 10 mètres, idéalement, pour le tirer. Tandis que la carabine, tu peux avoir de la longue portée. Fait que c'est un défi supplémentaire. Il faut vraiment que tu déjoues l'orignal puis une partie de tes sens pour pouvoir le faire approcher. Les orgnaux, là, c'est comme des petites bébites anxieuses qui ont peur de tout. Fait à tout moment de l'année, ils font juste se surveiller puis essayer de pas se faire pogner par des prédateurs. Mais là, durant le rut, les hormones, ils kick in, ils embarquent. Puis là, des fois, ils peuvent se faire déjouer par
justement des chasseurs. Puis vous autres, avez-vous déjà réussi à déjouer un orignal pendant la chasse à l'arc? Ouais, en tout cas. Ça a passé proche une fois. Ils s'en venaient sur nous autres. On les a déjoués, mais pas jusqu'à la fin. On n'a pas conclu. Mais oui, il y a eu de l'action souvent quand même. Le premier, vous avez tué, c'était quoi le feeling? Comment... Ça t'apporte un cœur. 5 crosses, tu veux mourir, t'arrêtes de respirer, là, ça t'apporte beaucoup, puis là, j'ai la nitro dans mes poches, puis ça me fait moins mal qu'avant. On tue. La petite fille à Sophie, elle dit « Papi, cet automne, quand moi sorti ça, là, t'aimes-tu les orignaux, toi? » J'ai dit « Oui. » Mais elle dit « Pourquoi t'es-tu? » Ben, comme l'histoire du gros méchant loup, pour le manger, la viande. On gaspille pas de livre de viande, là. S'il est bon, là. Puis ça représente quoi pour vous autres, tu sais, de quand même tuer mettre à terre une grosse bête? Je ne sais pas comment je vais me sentir. I guess qu'après, tu dois te sentir mal le premier, là. Je comprends le paradoxe, là, mais d'une certaine façon, moi, j'ai l'impression que... Ben, pas le paradoxe, là, parce que on dit qu'on apprécie la nature, mais finalement, on est là pour détruire une partie de cette nature-là. Fait que ça a l'air contre-intuitif, mais je pense que ultimement, on peut pas nier le fait que l'être humain a évolué en chassant. C'est sûr que tuer une grosse bête, ça doit faire de la peine, puis ça doit laisser pas amer, mais en même temps, si on mange de la viande puis qu'on n'est pas capable de tuer un animal... Il y a quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans aussi. Moi, c'est ma vision de la chasse, où j'essaye... Tu sais, je veux pas qu'on amène trop de machinerie, puis, tu sais, débiter l'animal. Je veux pas partir avec une scie mécanique, puis le débiter en morceaux, puis tout. Tu sais, je veux dire... C'est pas que je cherche à avoir de la misère, je cherche à rendre ça réel, le plus vrai puis authentique, que... je mets les chances égales, que l'animal ou moi, tu sais, que ça... J'ai donné comme pour aller le chercher, puis le sortir de là. Puis je veux que ça soit pareil, tu sais. Lui, il a donné sa vie, ben, façon de parler, il a donné sa vie, là. On y a pris, mais... Puis nous autres, les premiers orignaux qu'on a tués, le père, on coupait ça à terre, on coupait le cou, on court au camp chercher le père. Ben, viens ouvrir ça. Tu sais, on n'osait pas. Ça a pris 2 fois. Après ça, c'est nous autres membres qui rouvrent ça. Il vous a montré comment le dépecer. Ah oui, le mettre en 4 morceaux pour l'emmener dans la chaloupe. Ouais. Mais la plupart du monde, ils disent que le fun est fini quand on couche l'orignal. Non, nous autres, le fun commence. Parce qu'on sait qu'on a notre bête. Ouais. On a de la viande qu'on adore, qu'on aime, puis on s'est fait dire ça par les médecins, tu sais. « Ah, toi, t'es un chasseur, tu manges de la viande maigre, tu sais, c'est moins pire. » Mais on triche dans le beurre peanut, puis d'autres choses, tu sais. Faut-tu être juste vraiment très très bon ou il y a une partie de chance? Qu'est-ce qui fait qu'un chasseur récolte puis que d'autres récoltent pas? Ah, ben, pour répondre, il faudrait avoir récolté. Là, on est... C'est ça. Ben, ça prend 3 affaires. La chance, savoir ce que tu fais, puis du temps. C'est sûr qu'au volume, à un moment donné, plus tu passes de temps sur le territoire, plus tu as de chance d'en tuer. Fait que je pense que c'est un facteur assez déterminant, mais fait que là, c'est un jeu de probabilité finalement. Puis tu maximises tes probabilités si t'es chanceux, si t'as le talent, puis si t'as le temps. Combien de temps vous êtes à ce spot-là? 52 ans. 52 ans, OK. Bon, fait que depuis le début, presque. Fait qu'on... Oui, depuis le début, là, à part que des pirouettes de la B5000, là, à relais, là, pis tout, là, mais... Dans 50 quelques années, ben 52, là, qu'on a des camps, à relais, c'était une tente de toile, pas de fond, là. Ouais, comme une tente de prospecteur? Oui, prospecteur, je l'ai encore, d'ailleurs. OK, vous chassiez là-dedans? Oui, des branches de sapin, de la fougère comme matelas. Elle brillait avec des couvertes pour les chevaux, là. En laine, là? Oh, piquante. Étiez-vous bien? Ben, on était jeunes. Quand on est jeune, on est bien. Là, c'est rendu gros confort, là. Ouais. On est tellement bien dans la forêt, écouter la forêt, là. Tu sais, le matin, ben, on gèle comme des rats, là. Mais à cette heure qu'on a appris à marcher autour de notre camp, là, du stand, c'est plus dur à geler. Je sais que la viande est bonne, là. Oui. Pourquoi vous aimez ça, aller à la chasse? Ah, c'est systématique. On dirait que ça vient on a des descendances de trappeurs, coureurs des bois. Après, tu n'as un tué, t'es fini. Si t'as pas eu misère, là, t'as la piqûre, là. Ouais, mais faut pas se donner de la misère.
Comment on se donne pas de misère? Ben, il faut avoir les bons trucs des plus vieux, là, comment lever ça. Ben, il y en a un qui a des beaux-frères, ils m'ont dit, ne venez tuer un plus jamais. Il s'est fait mourir sortir ça sur le dos. Moi aussi, je n'ai déjà transporté sur mon dos un quartier à fois. Ben Tombais oui. sur le dos, j'étais comme une tortue. J'étais plus qu'à me relever, câlisse. Mais on devient maniaque, on met les chances sur notre bord. C'est pas beaucoup d'efforts pour très très peu de résultats. Tu sais. C'est beaucoup d'efforts, de temps, d'argent. Tu sais, un camp de chasse, c'est cher. Ouais, mais en même temps, c'est pas tant pour tuer qu'on fait ça. Fait que, si mettons qu'on y réfléchit sincèrement, c'est pour passer du temps dans le bois, pour connecter avec la nature, parce que même s'il se passe rien, juste d'être assis et de profiter du moment, c'est un peu ça la récompense. Après, si on peut remplir le congélateur, tant mieux, mais c'est ça. C'est une thérapie, la chasse. En quel sens? Tu rentres dans le bois, pis tu peux arriver avec des frustrations ou des stress pis tout, pis des fois les premières journées t'es un peu sénère parce que c'est encore le beat de la vie normale qui est là, pis à un moment donné, tu relativises des affaires, t'es comme pourquoi ça me stressait au début, pis... Mais ça c'est l'effet de la nature, I guess. Tu sais, des fois, t'as des chasses de merde, mais quand tu reviens au camp pis tu manges, on prend une petite bière et tout, là, c'est le bout des fois que... Ouais, ça, c'est un pas pire take. En août dernier, nous nous sommes rendus en famille au camp. Alors que le temps était lourd après des jours de canicule, le vent s'est levé. Mon père ressent souvent les choses avant tout le monde, notamment le vent, la pluie, les peines et les peurs. Le ciel s'est mis à dessiner de drôles de mouvements circulaires et nous avons cru bon s'abriter dans le camp et laisser passer la tempête. Mon père m'a appris à adorer les orages. Quand je vois mes filles compter 1001, 1002, 1003 entre l'éclair et le coup de tonnerre pour connaître le nombre de kilomètres nous séparant de l'épicentre de l'orage, je me revois enfant, en train d'apprendre à aimer les éléments. Ne pas craindre la nature est un apprentissage qui se fait auprès des pédagogues de la forêt comme lui. Lors de cette soirée d'août, de la fenêtre du camp, nous avons vu les arbres se pencher d'abord, tenter de résister au destin ensuite, puis finalement céder, briser, se coucher au sol. 25 arbres sont tombés autour du camp. Nous avons eu la frousse qu'un arbre tombe sur le toit, qu'il brise quelque chose, nous brise peut-être aussi. Moi qui avais craint vivre une tornade lors d'un voyage au Nebraska, je n'aurais pu imaginer en voir une pour la première fois à Rapide 2. Depuis ce camp qui est le point de départ de tant de moments familiaux précieux, identitaires. Coup de chance, les arbres sont tombés partout sauf sur le camp. Les arbres nous protègent. Il ne faut rien prendre pour acquis. La vie nous l'a montré souvent. Loin de moi l'idée d'invalider cette phrase que mon père a toujours dite. Elle demeure vraie malgré les arbres tombés, au fond. Se sentir appartenir à ces arbres, ressentir notre propre enracinement sans perdre de vue le ciel, sentir que l'on fait partie de ce grand ballet de l'humilité, comme l'aurait dit ma mère, est le secret de ce qui nous protège réellement. Mon père l'a compris et il le transmet avec tout ce qu'il est. Ainsi, il me vient à penser que mon père est cet arbre qui nous protège. Amateurs de chasse et de pêche, merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui ce soir pour cet autre épisode. On vous laisse pas partir à la maison sans quelques trucs. On a demandé à l'équipe de touristes Abitibi-Témiscamingue de nous faire quelques calls ainsi que nous identifier la signification. Ça, c'est un adolescent qui est pas trop sûr de ce qu'il cherche.
J'ai faim. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Il a faim. Oh. Qu'est-ce que je connais ici? L'été est long à arriver. Tasse-toi de là. C'est clair. Chut. Je t'ai senti, mon tabarnouche. Et c'est sur là-dessus qu'on vous souhaite une excellente saison de chasse et de pêche. À la lumière de ce qu'on vient d'entendre, la chasse, ça comporte plusieurs aspects, mais surtout, ça fait partie de nous. Finalement, la chasse, ça transcende le geste d'abattre une bête. C'est aussi des traditions qui se transmettent, c'est des histoires d'amitié, des histoires de famille, et c'est une façon d'habiter notre territoire. Vous venez d'écouter le balado Sur les ondes produit par et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. À la réalisation et à l'animation, Claudine et Virgile.